Je corrige à présent l'exercice 8.5, donc un petit peu long, je vais essayer d'être assez rapide. Donc on vous donne la matrice A suivante, on vous demande dans la première question donc, de calculer A moins I3 au cube et de montrer que ça fait 0. Donc c'est simplement du calcul, vous le faites et ça fait 0. Donc c'est un petit peu long mais on le fait quand même. Alors en déduire que lambda égale 1 est valeur propre de la matrice A. Donc en fait l'astuce c'est de considérer le déterminant de la matrice A moins I au cube. D'accord? Donc je vous rappelle que le déterminant d'une puissance c'est la puissance du déterminant. Donc c'est déterminant de A moins I au cube. D'accord? Donc déterminant de A moins I au cube, donc forcément, comme c'est la matrice nulle, tout ça, ça vaut 0. Ce qui veut dire que le déterminant de A moins I est égal à 0. Et ça veut dire que 1 est valeur propre. D'accord? Puisque c'est le déterminant de A moins 1 fois I, qui est égal à 0. Donc 1 est valeur propre. Ensuite, on vous demande le sous-espace propre E1 et sa dimension. Donc, alors on va peut-être commencer par sa dimension, en fait. Donc, si on fait A moins I, donc ça vous donne la matrice moins 3, moins 6, 3, 3, 6, moins 3 et 2, 5, moins 3. Donc on s'aperçoit tout simplement que les deux premières colonnes sont opposées. Donc ça veut dire que si je considère l'image de cette matrice, eh bien c'est vecte simplement des deux dernières colonnes par exemple, qui ne sont pas collinéaires. Donc l'image de cette matrice est de dimension 2, donc le noyau de cette matrice est de dimension 1. Je n'ai barré qu'une seule colonne. Donc ça veut dire que la dimension de E1 de A, donc c'est égal à 1. Donc pour avoir E1 de A, il me suffit de trouver un seul vecteur, propre. Donc pour ça, je regarde les colonnes. Je l'ai dit, ça c'est moins une fois la deuxième colonne. Donc en faisant la première colonne plus la deuxième colonne, en ne touchant pas à la troisième colonne, eh bien ça me donne ça fois ça égale à 0. Et donc E1 de A est forcément égal à vecte de 1, 1, 0. Alors, je passe à la question 2. Voilà. Donc la question 2, ici. Donc on vous dit lambda est une valeur propre de A et V un vecteur propre associé. Alors on développe A moins I au cube fois le vecteur V. Donc ça, on sait que ça vaut 0. Donc on vous demande de décortiquer un petit peu cette égalité. Donc ça implique, alors là, soit on se rappelle les produits remarquables en dimension 3, enfin de n a plus b au cube, ou alors on développe tranquillement. Alors, on a le droit évidemment d'utiliser les identités remarquables parce que a et i sont commutatives. Donc attention, ça il faut le dire. Donc ça fait a au cube moins 3a carré, pardon, plus 3a moins i, donc développer tout ça, et puis ça fera ça de toute façon. Tout ça fois le vecteur v égale à 0, et donc là je mets bien, car a et i commutent. Voilà. Donc ensuite, là, donc je me retrouve avec a au cube fois v, moins 3a carré fois v, plus 3av, moins v. Donc c'est égal, tout ça donc, au vecteur nul. Hein. Quand on vous dit 0, c'est que c'est le vecteur nul. Voilà. Et là, alors il faut être un petit peu malin. Donc ici, on va commencer par AV. Donc on n'oublie pas que V est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda, c'est dans l'énoncé. Donc 3AV, c'est comme si j'avais 3 lambda V. Donc lui, je ne vais pas y toucher. Je vais parler des autres. Donc je vais écrire ici ce que je suis en train de faire. Donc je sais que AV, c'est lambda V. Ça veut dire que si je multiplie à gauche par A, je vais me retrouver avec A fois AV égale A fois lambda V. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec A carré V égale lambda A fois V. Et donc je vais me retrouver avec A carré V égale lambda fois lambda V, donc lambda carré V. Donc A carré V, c'est lambda carré V. On l'avait vu dans un exercice précédent. Si lambda était valeur propre de A, alors lambda carré est valeur propre de A carré. Et je peux même continuer en remultipliant par A à gauche dans les deux égalités. Je me retrouve avec A cube de V égale lambda cube de V, et ainsi de suite. Donc ça va être très pratique ici. Le A cube V, je vais le remplacer par lambda cube V. Le A carré V, je vais le remplacer par lambda carré V. Et donc je vais avoir cette égalité
Ensuite, ce que je peux faire, je peux laisser de côté mon vecteur v, le refactoriser en quelque sorte. Donc là, moins 1, tout ça fois le vecteur v, et ça va me donner le vecteur nul. D'accord? Donc ici, maintenant, là aussi, il faut bien manipuler les polynômes. J'ai un polynôme de degré 3. Ce que je vais faire, pardon, je vais essayer de le factoriser. Or, ici, je m'aperçois que 1 est une racine évidente, puisque 1 moins 3 plus 3 moins 1, ça fait 0. Ça veut dire que ce polynôme se factorise en un polynôme en lambda moins 1 fois un polynôme du second degré. Et le polynôme du second degré qui me reste, donc en cherchant un petit peu, donc là j'ai forcément lambda carré pour que lambda, ça me redonne lambda cube. De l'autre côté, j'ai forcément plus 1 pour que moins 1 plus 1 me redonne moins 1. Et au milieu, donc là il faut être un petit peu malin, donc là je vais avoir un seul lambda, mais moi j'en veux 3 ici, donc il faut que j'ai moins 2 lambda ici, pour que ça me fasse 2 lambda plus 1 lambda, 3 lambda. Et on peut vérifier qu'au niveau des lambda carrés, ça fait moins lambda carré, moins 2 lambda carré, ce qui me redonne bien moins 3 lambda carré. Donc ça fois v, ça fait le vecteur nul. Donc ensuite ici, ça me donne lambda moins 1, ça c'est une identité remarquable, c'est lambda moins 1 au carré égale, enfin fois v égale vecteur nul. Donc ça me donne lambda moins 1 au cube fois v égale au vecteur nul. Or v, c'est le vecteur, c'est un vecteur propre de la matrice, donc c'est un vecteur non nul. Or, j'ai ça fois ça, enfin j'ai v fois ce nombre-là qui doit me donner le vecteur nul, donc ça m'implique forcément que lambda moins 1 au cube est égal au nombre 0. D'accord? Parce que v, c'est différent du vecteur nul. Donc là, j'ai pas le choix. Et donc ici, ça me donne automatiquement lambda égale 1. Donc finalement, notre matrice A n'a que 1 comme valeur propre. Alors après, on me pose la question de savoir est-ce que ma matrice, elle est diagonalisable? Eh bien, clairement, elle ne l'est pas, puisque j'ai une seule valeur propre et la dimension de son sous-espace propre, on se rappelle, c'est 1. Donc, comme ça ne fait pas 3 qui est l'ordre de la matrice, c'est-à-dire que la somme des dimensions des sous-espaces propres ne fait pas n, de toute façon j'ai qu'un seul sous-espace propre à considérer, eh bien la matrice, elle est non diagonalisable. On me demande, est-ce que la matrice est inversible? Eh bien oui, puisque 0 n'est pas dans le spectre de la matrice, puisque 0 n'est pas valeur propre de la matrice, c'est-à-dire que ces colonnes à cette matrice ne sont pas liées, elles sont libres, et donc la matrice est inversible. La question 3 du point 8.5, donc on vous donne un vecteur U1, c'est 1, 1, 0, il est là, hein, et on vous demande de résoudre A-I3 fois le vecteur Y égale U1, ou le vecteur Y, donc c'est ce que je noterai plus tard, de coordonnées X, Y, Z, c'est l'inconnu de votre système. Donc pour ça, on revient aux techniques ancestrales, quoi, hein. Donc on pose la matrice A-I, donc elle est là, la matrice A-I, augmenté du vecteur U1, et puis on effectue la méthode de Gauss, donc je vous laisse regarder ça en faisant pause tranquillement. Et donc on va trouver que le vecteur Y a ses composantes égales à Y-1, Y et moins 1, d'accord? Donc l'ensemble des solutions, donc c'est les termes, donc c'est les vecteurs de la forme x-1, x-1, où x appartient à R. Donc j'ai remplacé ici Y par X dans ma notation finale. Alors ensuite, on me dit, on appelle U2 le vecteur solution du système précédent, dont la première coordonnée est nulle. Donc première coordonnée dans la base canonique est nulle, c'est-à-dire la première coordonnée est nulle. Donc du coup ici, U2 c'est quoi? Donc c'est, pour avoir 0 ici, il faut prendre x égale 1. Donc j'ai 0, 1, moins 1. Donc voilà c'est quoi le vecteur U2. Ensuite, on me demande de montrer que la base U1, U2, U3 est libre. Donc U1, E2, E3, donc c'est 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, et puis 0, 0, 1, d'accord? On me demande de montrer que c'est une base de R3, voilà. Donc cette famille-là qu'on appelle B, dans cet exercice, donc c'est une famille de 3 vecteurs, ok, dans R3, et c'est une famille libre, donc je vous laisse montrer aisément que c'est une famille libre. Donc je vous rappelle, une famille libre de 3 vecteurs dans R3 est une base de R3. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Alors ensuite, on vous demande de calculer P-1. Donc P,
étant la matrice associée à cette base, donc P c'est ça, hein, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est inversible? Parce qu'on vous demande de calculer la matrice inverse comme si c'était naturel, mais bien sûr qu'elle est inversible puisqu'on vient de démontrer que les colonnes forment une base de R3, donc c'est une famille libre. D'accord? Donc on sait que c'est inversible. Alors, vous calculez l'inverse avec la méthode de Gauss-Jordan comme on l'a vu, hein, et donc vous allez trouver P-1 égale, donc normalement, si moi-même je ne me suis pas trompé, on trouve ça. Voilà, on trouve ça comme matrice inverse. Voilà. Alors, ça me permet de faire une remarque ici. Vous vous rappelez, on avait dit que la matrice A n'était pas diagonalisable. Alors, et pour cause, imaginons qu'on se soit trompé et qu'on dise qu'elle est diagonalisable. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la matrice A, elle est égale à P, donc je ne sais pas la peine que je la réécrive, fois ici P-1, et entre les deux, on a la matrice D, où il y a les valeurs propres associées à chacune des colonnes. Or, les valeurs propres, on a vu qu'il n'y en avait qu'une, c'était 1. Et en plus, on a vu que sa multiplicité, c'était 3, hein, donc c'est tout à fait, ce serait logique d'écrire la matrice D, c'est ça, c'est 1, 1, 1. Donc en fait, la matrice D ici, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que la matrice I. C'est la matrice I3. Donc ça voudrait dire que A, c'est P fois P-1. Et P fois P-1, c'est I3. D'accord? Puisque P fois son inverse, c'est forcément I3. Et donc si elle était diagonalisable, eh ben, ça voudrait dire que A serait égal à I3. Or A, dans l'exercice, il n'est pas égal à I3. Donc c'est juste, voilà, on retrouve que A est non diagonalisable un petit peu ici, en forçant un petit peu les choses.